Salut à tous, salut les amis, salut à tout le monde qui nous suivent sur Gust Tutoriel. Et aujourd'hui nous sommes encore là avec notre nouveau chapitre qui est le dimensionnement au flambement. Le dimensionnement au flambement. Donc c'est toujours votre formateur Gustave Tchani qui vous accompagne chaque fois dans notre programme de Gust Tutoriel. En fait, le dimensionnement au flambement. Le flambement c'est... En fait, c'est le 8e chapitre, bien sûr. C'est un chapitre très capital, très intéressant, très important pour le génie civil, surtout dans les calculs d'instabilité des éléments de structure, tels que des colonnes, par exemple, de poutres, disons, qui sont sollicités à l'effort normal. Et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons dimensionner des éléments comme ça qui sont sollicités à la compression, mais seulement qui ne se déforment pas par écrasement, mais seulement par flambement. Nous allons voir comment est-ce que nous allons poser des conditions de sécurité pour que nos pièces qui travaillent au flambement ne puissent pas périr, bien sûr. Donc que ces pièces soient en fait en sécurité. Alors nous avons là, nous avons dit, c'est notre 8e chapitre, dimensionnement au flambement. Comment est-ce que nous allons dimensionner au flambement? Premier point, nous avons la définition. 1. Définition. Alors, pour ceux qui écrivent, on nous dit les flambements. Dans les flambages ou flambement, est un phénomène d'instabilité d'une structure qui, soumis à un effort normal de compression, a tendance à fléchir et se déformer dans une direction perpendiculaire à l'axe de compression. Point. Donc, si vous pouvez très bien suivre la vidéo lentement et vous allez écrire la théorie telle que je viens de l'énoncer. Je répète, le flambage ou flambement est un phénomène d'instabilité d'une structure qui, soumise à un effort normal de compression, a tendance à fléchir et se déformer dans une direction perpendiculaire à l'axe de compression. Donc, comprenez que le flambage ou les flambements, c'est le fait que la pièce qui est là, la colonne, la poutre, qui est sollicitée à un effort de compression, par exemple, et l'effort de compression est appliqué là, et après l'application de l'effort, si cet effort de compression dépasse une certaine limite de force, cette pièce a tendance à se déformer comme ça. Et là, nous avons le flambement. Donc, la pièce a péri par flambement. Mais seulement, là, c'est pour des pièces longues, bien sûr. Mais nous avons des pièces qui sont sollicitées aussi à la compression. Des pièces plus courtes. Nous avons des pièces comme ça. Et après avoir appliqué la charge, vous allez voir que la pièce va se déformer par écrasement. Donc, une pièce qui est sollicitée par une charge axiale peut périr par écrasement ou soit par flambement. Alors, par écrasement, nous sommes à la compression simple.
Ok, ici il n'y a pas de problème. C'est le cas que nous avons déjà traité. Et maintenant, par flambement, et là, il faut voir maintenant quelles sont les conditions qu'il faut poser pour remettre cet élément en équilibre. Donc, il faut que cette pièce travaille en sécurité, bien que la longueur le permet que la pièce travaille au flambement. Donc en fait, c'est ça le but de notre 8e chapitre. Alors, il y a plusieurs auteurs qui ont posé, selon leur expérience, ils ont posé leur formule pour calculer des pièces comme ça. Nous allons faire quand même l'utilisation de leur formule. Peut-être nous allons prendre la théorie d'Euler. Nous avons la théorie d'Euler, nous avons aussi la théorie de Rankine, nous avons la théorie des têtes madières. Donc il y a plusieurs théories sur ces problèmes de flambement. Mais seulement nous allons utiliser certaines théories et voir comment est-ce que nous allons traiter ces problèmes. Alors là, le premier point, c'était la définition. 2. Nous avons la formule d'Euler. Voilà, nous avons la formule d'Euler. Je peux lire la théorie. On dit expérimentalement. On constate que la forme rectiligne d'équilibre d'une tige comprimée n'est stable que dans les cas où la force de compression est inférieure à une force bien déterminée, dite critique. Point. Suivez lentement la vidéo, vous allez écrire la théorie. Alors, on nous dit quoi? On nous dit que, expérimentalement, on a constaté que la forme rectiligne d'équilibre d'une tige comprimée n'est stable que si la force appliquée est inférieure à une force que nous avons appelée la force critique. C'est-à-dire quoi? Ici, nous sommes dans la théorie d'Euler, bien sûr. Dans la théorie d'Euler. La théorie d'Euler nous dit ceci. Lorsque nous avons une pièce qui est là, par exemple, on applique une charge N au-dessus. Cette charge, cette pièce va travailler à la compression simple. Il va travailler à la compression si et seulement si la force appliquée N reste inférieure à une certaine force qui sera calculée et qui est appelée la force critique, FC. Cette force critique, bien sûr, dans la formule d'Euler, nous avons la force critique d'Euler. Quelquefois, on peut l'écrire comme ça. Donc, la force critique d'Euler. Donc, lorsque vous appliquez une force inférieure, dans les cas de pièces longues, bien sûr, si vous appliquez une force, je prends un exemple, vous appliquez une force de 200 kN et vous calculez aussi la force d'Euler, la force critique d'Euler, vous trouvez que cette force est égale à 250 kN par exemple. Là, la condition est respectée. Vous allez dire que cette pièce ne périra pas par flambement. La pièce travaille en compression, avec toute sécurité bien sûr. La pièce travaille en compression. Donc vous avez cette force qui sera appliquée et nous avons aussi la force critique d'Euler que nous allons calculer aussi selon les conditions de liaison de notre poteau, et vous allez comprendre que cette condition pourrait être respectée pour mettre notre pièce ou élément de structure en sécurité. Alors, nous avons aussi des conditions ou des hypothèses que nous allons prendre pour l'utilisation de la formule d'Euler. Ce n'est pas une formule qui s'utilise dans n'importe quel cas. Non. Donc nous avons des conditions ou des hypothèses que nous allons poser pour des pièces dont la formule d'Euler sera d'application. Quelles sont ces conditions? On nous dit, vous pouvez écrire, l'utilisation de la formule d'Euler prend en compte les considérations suivantes.
2 points. Premièrement, on nous dit la section de la pièce est constante. Donc, vous allez comprendre que pour utiliser la formule d'Euler, il faut que la section de la pièce soit constante. La section constante, c'est-à-dire si vous avez à la base 20 fois 40, une section transversale 20 fois 40, à la hauteur, vous devrez avoir aussi 20 fois 40. Donc, la section est constante. Là, c'est une condition d'utilisation de la formule d'Euler. Et deuxième point, on vous dit le poids propre de la barre est négligeable. Donc, dans la formule d'Euler, vous allez négliger le poids propre de la pièce qui est là. Négliger le poids propre de la pièce. 3. Le matériau est homogène. Troisième point, le matériau est homogène. Pour utiliser la formule d'Euler, le matériau est homogène. Donc, vous allez considérer que le matériau ici a les mêmes propriétés partout. Le matériau est homogène. Et le dernier point, on nous dit, le raccourcissement de la barre est négligeable vis-à-vis de la déformation due à la flexion. Donc, vous allez voir que on nous dit le raccourcissement de cette barre est négligeable vis-à-vis à la déformation. Vous voyez la pièce telle que nous avons. Voilà, une pièce qui travaille au flambement et qui se déforme de cette manière ici. Je crois que le raccourcissement de la pièce, bien sûr, nous sommes à la compression, le raccourcissement de la pièce sera négligeable vis-à-vis de la déformation à la flexion. En fait, le flambement, c'est une flexion latérale. On l'appelle aussi la flexion latérale. Donc, nous avons ces 4 hypothèses-là que nous allons essayer de respecter dans l'utilisation de la formule d'Euler. C'est une formule très importante, très importante, que nous allons démontrer pour l'utilisation, en fait, ou les dimensionnements de pièces qui travaillent au flambement. Alors, nous sommes dans 2 formules d'Euler. Nous allons faire le point 2.1, la recherche de la charge critique. Nous allons essayer de rechercher bien sûr la charge critique pour le type de poteau que nous aurons à utiliser. La recherche de la charge critique. Venez ici, 2.1, recherche de la charge critique. La charge critique FC. Et cette charge critique FC, c'est bien sûr la charge critique d'Euler, parce que nous sommes en train de formuler ou de chercher la formule d'Euler selon les conditions qui ont été posées. Nous avons le point 2.1, recherche de la charge critique. Charge critique d'Euler. Voilà. Nous allons essayer de rechercher la charge critique d'Euler pour tous les cas que nous aurons à traiter, bien sûr. Alors, mais seulement pour commencer, je dois pouvoir généraliser les cas. Je vais généraliser les cas. Et lorsque je généralise les cas, après, nous allons poser maintenant des conditions aux appuis pour séparer les cas. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs. Je répète bien, je vais pouvoir généraliser les cas. Comment je vais généraliser les cas? J'ai la pièce qui est sollicitée à la compression. Cette pièce est là. Et la pièce supporte dans son axe une force de compression P. Lorsque nous disons la compression, c'est-à-dire au-dessus, nous avons la charge P. Et là, en bas, nous avons aussi la charge P. Pour qu'il ait compression, bien sûr, je crois que vous comprenez très bien la condition pour que la pièce soit sollicitée à la compression. Et en dehors de ça, vous savez très bien que l'encastrement dégage 3 degrés de liberté. Nous avons la force
verticale bien sûr, nous avons aussi la force horizontale H. Nous avons aussi la force horizontale qui est ici H. Et aussi nous avons les moments. Nous avons les moments M. Les M ici, je suppose que ici nous avons le point O. Là nous avons le point 1 par exemple. Le point 0 et le point 1. Donc ici nous aurons les moments 0 et là nous aurons les moments 1. Donc les deux moments doivent partir dans les sens contraires bien sûr. Alors, et cela va dépendre aussi de la charge appliquée. Mais si vous regardez, la charge appliquée n'est que la force P. Alors, comme la charge appliquée est la force P, dans la direction horizontale, il n'y a pas une charge, sauf le liaison aux appuis ici. Cela signifie que la charge horizontale en 0, au point 0, doit être égale à la charge horizontale au point 1. Donc, je prends 0 ici et je prends 1 là-bas. Ça sera la même chose. Je crois ici aussi, la charge P doit être aussi égale, sans problème, pour que la pièce travaille à la compression. Mais seulement, il y aura variation pour le moment. Vous allez voir comment est-ce que nous allons faire varier ça. Alors, en dehors de ça, après l'application de la force de compression, si cette pièce est longue, bien sûr, comme selon la théorie de l'air que nous allons annoncer, cette pièce doit se déformer par flambement. La pièce se déforme par flambement. Alors, le déplacement de ces points vers là nous donne un déplacement que nous appelons Y dans le sens horizontal. Et aussi, nous pouvons faire la coupure à une certaine distance, comme ça. Et je me dis, cette distance est la distance X. Donc nous avons fait la coupure à une distance X et nous aurons un déplacement horizontal Y. Alors, si je sépare ceci, j'aurai un truc comme ça. J'aurai ça. Je représente l'encastrement par ces liaisons dans les appuis. J'aurai P et là j'aurai HO. Ici j'aurai les moments MO. Ici, c'est là où je fais la coupure. Là, nous avons la distance X et Y là-bas. Voilà. Nous sommes là. Alors, comment est-ce que nous allons évoluer pour trouver, du fait que j'ai les moments M0 ici, au point de coupure, pour mettre cet élément en équilibre, bien sûr, j'aurai un moment MX qui va mettre ces moments en équilibre. Un moment MX. Je ne considère que l'effet de moment à ce niveau-là. Alors, je vais pouvoir dégager la valeur des HO. Je vais dégager la valeur de HO pour la mettre dans l'équation de MX. Alors, comment trouver HO? HO sera trouvé par rapport à la figure qui est ici. Donc, je vais calculer. Je me donne l'équation d'équilibre, bien sûr, statique, qui dit la somme de moments au point 1 égale à 0. Je suis sur ces points ici. Au point 1 égale à 0, vous allez voir que nous aurons HO multiplié par L. HO multiplié par L. L, c'est la distance totale d'ici jusque là. La hauteur du poteau. Alors, j'aurai HO multiplié par L. Je suis en train de tourner comme ça. Et je me dis, ce sens ici sera le sens positif. Voilà. HO multiplié par L, c'est le moment de HO au point L. Je prends aussi M, O, qui tourne dans le même sens. J'aurai MO plus MO. Et aussi, le moment créé par P sera 0 parce que P est appliqué directement dans l'axe. Le moment créé par P là-bas, directement 0 parce que ça se trouve sur le même point 0. Le moment créé par HO, directement 0. HO est dans la même direction que le point 1. Je vais prendre seulement la considération de M, l'effet de M1. Alors, M1 qui tourne dans le sens contraire, qui est le sens imposé, j'aurai moins M1. Et ceci me donne 0. Ce qui fait que H0
sera égal, M1 va passer dans l'autre membre et devient positif. Donc j'aurai M1 plus M0 et divisé par L. Et là, nous avons la valeur de H0. Là, nous avons trouvé la valeur de H0. Alors, connaissant cette valeur de H0, je crois que vous pouvez aller maintenant dans la coupure pour trouver l'équation du moment mx. Alors, comment trouver l'équation du moment mx? Je vais faire la somme de moments au point de coupure x égale à 0. Somme des moments au point de coupure x égale à 0. Et là, j'aurai, je vais prendre l'essence de mx qui est l'inconnu. Son sens, je le prends comme étant positif. Donc, et là, j'aurai mx comme sens positif. Mx plus, je prends mx qui est là. Là, j'ai pris plus mx. Je vois mo aussi, m0. M0 qui est ici et qui vient dans le sens contraire que mx. Ça sera moins m0. Vous voyez? Moins m0. Je fais les moments par rapport à ce point ici. Je l'appelle par exemple le point B. M0. Et je vois aussi, j'aurai les moments au point B dû à la force HO. HO va tourner aussi dans le sens contraire que MO, qui est le sens positif que nous avons pris ici pour cette coupure. Donc ça sera moins HO. Moins HO multiplié par X. HO multiplié par X. Alors, nous avons aussi P. Nous avons aussi P ici. Le P qui va multiplier aussi Y parce que nous faisons le moment par rapport à ce point B. P multiplié par Y, par le déplacement. Le P va tourner dans le sens positif, dans le même sens que MY. Et j'aurai plus P multiplié par Y. Et je crois le moment est terminé. Parce que là, je pouvais mettre aussi l'effort horizontal et l'effort vertical. Hein, là, ça sera par rapport au point de coupure, au point de déplacement. Donc, s'il faut le faire, on doit le faire sur ces points ici. Vous allez voir que les moments dus à cette charge verticale doit être 0. Les moments dus à la charge aussi horizontale devraient être égal à 0. Comme on fait l'étude de MN et T, hein, sur ces points ici. C'est pourquoi vous allez comprendre que nous avons pris la considération seulement des moments. Seulement des moments. Alors, donc l'effort tranchant est nul sur ces points ici. Hein, l'effet de l'effort tranchant sur ces points ici est nul. L'effet des moments fléchis de l'effort normal est aussi nul sur ces points ici. Les moments par rapport à ces points, ça sera aussi nul. Alors, nous allons dégager les moments de mx. Alors, l'équation de mx, et puis nous égalisons à 0 pour respecter cette équation. Nous allons déterminer mx. Mx sera égal à combien? Mx sera égal, le py passe là et devient négatif. Alors, j'aurai moins py plus les moins hox passe là et devient positif. HO multiplié par X. Le MO passe de l'autre côté et devient positif. Plus MO. Et c'est ça, en fait, la valeur de MX. Alors, il nous faut maintenant remplacer HO par sa valeur qui est trouvée là-bas. Et nous pouvons trouver MX. MX sera égal à moins P Y plus HO, c'est cette valeur ici. M1 plus M0 sur L. Là, c'est HOX. Et puis, plus MO. Plus MO. Je suis en train de voir. OK. Plus MO. Alors, cette ici, sur la valeur de HO, regardez sur la valeur de HO, M1 est parti là-bas et devient positif. Et M1 devient positif lorsqu'on l'envoie dans l'autre membre.
M0 devient négatif lorsqu'on l'envoie dans l'autre membre. Ici, nous avons moins plus et là, on aura moins. Donc, ça devrait être moins HO. HO et ceci va se répéter là-bas. C'est comme ça. Et là, nous avons la valeur de MX. Là, nous avons trouvé MX. Alors, après avoir trouvé MX, nous avons l'équation de la déformée que nous allons utiliser. Comment est l'équation de la déformée? L'équation de la déformée n'est rien d'autre que M et Y seconde égale à MX. Là, c'est l'équation de la ligne élastique. C'est l'équation de la ligne élastique. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Et Y seconde égale à MX. Je dis bien, c'est l'équation de la ligne élastique. Donc cette équation va nous permettre de déterminer la forme exacte du déplacement Y. La forme exacte de la courbe de la déformée. C'est cette équation qui va nous permettre de le faire. Et nous allons démontrer aussi cette équation plus tard. Hein. Je crois dans un autre chapitre qui suit, nous allons essayer de déterminer, démontrer la provenance de cette équation. Alors, nous allons prendre MX et sa valeur qui est là. Nous allons mettre cette valeur dans l'équation de la déformée. Et nous allons voir ce que ça va nous donner. Alors, je peux venir encore. Ici, j'aurai Y seconde égale à MX. MX, nous avons MO. Là, nous avons MO. Je répète la valeur. MO plus M1 moins MO sur L X et puis moins P Y. C'est ça en fait cette équation ici que je remplace. Je vais prendre maintenant les I, le moins PY, je le renvoie dans l'autre membre. Et cette équation devient EIY seconde moins PY égale à M0 plus M1 moins M0 sur LX. Et là, nous avons l'équation de la déformée, bien sûr, de notre poteau qui a subi les flambements. Ok, nous allons essayer maintenant de résoudre. Je crois que vous allez comprendre bien que nous sommes devant une équation différentielle du deuxième ordre. Et IY seconde, dérivée deuxième, moins PY égale à ceci. C'est une équation différentielle du deuxième ordre. Donc, je peux écrire, c'est une équation différentielle du deuxième ordre. Alors, la résolution des équations comme ça, je crois que vous les avez appris en mathématiques, selon votre... c'était pas dans votre parcours académique, c'était pas scolaire. Hein, vous avez appris ces équations, la résolution de ces équations ici. Mais seulement si vous n'avez pas appris ça, ou vous avez appris mais vous avez oublié, vous pouvez suivre notre programme de mathématiques. Alors, vous allez trouver la résolution des équations comme ça. Toujours sur Auguste Tutoriel, vous allez retrouver la résolution des équations différentielles d'ordre n. Et là, nous avons exposé l'ordre 1, ordre 2, ordre 3, ainsi de suite. Ici, nous sommes devant cette équation que nous allons résoudre. Comment est-ce que nous allons résoudre cette équation différentielle du deuxième ordre? Alors, ici, là, je vais répéter cette équation. Nous avons EIY seconde moins PY égale à MO plus
M1 moins MO sur LX. Nous avons cette équation différentielle du deuxième ordre. Alors, comment est-ce que nous allons résoudre cette équation? Alors, on peut la résoudre ensemble. Nous aurons la solution que nous aurons à appeler la solution générale, qui est égale à la solution homogène YH plus la solution particulière YP. Donc, cette équation nous permet de déterminer d'abord l'équation homogène Y et l'équation particulière YP, et la solution générale sera la somme de ces deux solutions, homogène et particulière. Comment est-ce que nous allons résoudre, comment est-ce que nous allons trouver la solution homogène? La solution homogène est trouvée en résolvant cette équation égalisée à 0. Donc, on fait abstraction du deuxième membre. Là où il y a le deuxième membre, on met 0. Donc, je me dis, ici, je commence par la solution homogène. YH. La solution homogène sera trouvée comment? Cette solution homogène sera trouvée en prenant le premier membre et l'égaliser à 0. Donc, nous avons PI, Y seconde, moins PY égale à 0. On résout l'équation comme ça. Et la solution de cette équation sera la solution homogène, YH. Alors, comment nous allons résoudre cette équation? Nous allons poser. On s'est dit, nous allons posons Y seconde égale à K, par exemple. Égale à K. Si Y seconde égale à K, le K, c'est les K carrés. Les K au carré. Si Y seconde égale à K exposant 2, donc le 2 ici, c'est l'ordre de l'équation, bien sûr, de Y seconde. Y2, K2. Ceci signifie que Y' sera égal à K exposant 1. Et Y sera, parce que ici, Y, ici nous avons l'ordre de la dérivée. Première dérivée, 1. Mais là, ce n'est pas la dérivée, ça sera K exposant 0. K exposant 0 signifie, me donne 1, ça me donne 1. Alors, nous allons prendre maintenant ceci, nous allons le remplacer dans cette équation. Donc, vous allez voir que j'aurai EI, K exposant 2, moins P, Y, c'est K exposant 0 qui est égal à 1. Donc, j'aurai multiplié par 1. Y égale à 1, et ceci me donne 0. Ce qui implique que je peux tirer les K. Les K carrés sera égal à en fait, le P ici, c'était moins PY. Moins PY est devenu plus. Parce que dans l'autre membre, c'était moins. Lorsque ça devient dans le deuxième membre, ça devient plus. Vous pouvez revenir ici avec la caméra. On peut très bien voir ça. C'est ici où il y avait un peu de problème. Et Y seconde égale à ceci. Vous voyez, dans l'autre, dans le deuxième membre, il y avait moins PY. Moins PY. Alors, lorsque nous avons pris le moins PY et l'envoyé dans le premier membre, ça devrait faire positif. C'est ici où il y a un petit problème. Ça devrait faire positif. Et là, notre équation est là. Et Y seconde plus PY. C'est comme ça. Alors, on peut revenir maintenant là-bas. Et là, ça sera plus P multiplié par Y qui est égal à 1 égale à 0. Alors, les K ici sera moins P. P va partir là-bas. Moins P sur EI.
Alors, si nous avons K égale à moins P sur EI, ceci signifie que K ne sera rien d'autre que plus ou moins la racine carrée de moins P sur EI. C'est ça la valeur de K. Alors, la résolution de cette équation ici, là, ce sont des valeurs directes de K. Ce sont les valeurs directes de K. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Dans la résolution de cette équation ici, vous pouvez trouver, ici, c'est parce que nous avons trouvé le membre en Y' qui est nul. Mais si vous trouvez que le Y' existe, donc Y seconde existe, Y' existe, Y aussi existe, vous allez composer une équation du second degré sans problème. Donc vous aurez K au carré plus le membre en K plus l'autre et puis égal à 0. Vous allez résoudre l'équation sans problème et vous allez voir que cette équation aura deux racines. L'équation aura deux racines, comme on le fait souvent. Moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Vous comprenez très bien la résolution des équations du second degré. Alors ici, nous avons trouvé k qui est égal à plus ou moins la racine carrée de moins p sur ei. Alors le k ici peut être égal, c'est e. Vous allez voir, je peux l'écrire aussi, plus ou moins racine carrée de p sur ei multiplié par i carré. Nous avons vu le nombre complexe. Le nombre complexe i, le i carré qui est égal à moins 1, parce que nous avons le moins 1 là-bas. Je remplace moins 1 par i carré. Et le i carré va sortir de la racine. Et j'aurai k. K sera égal à plus ou moins la racine carrée de p sur ei multiplié par i. Et ici, nous comprenons que K a deux valeurs. K a deux valeurs. Je peux l'écrire aussi d'une autre manière. K a deux valeurs. Donc, K aura la valeur, c'est plus ou moins. Donc, je suis en train j'insiste, plus ou moins. K a deux valeurs. K a deux valeurs. Les deux valeurs des K sont là. Nous avons alpha plus bêta i et alpha moins bêta i. En fait, c'est ça. Alpha plus bêta i, là c'est la forme générale de la résolution des équations différentielles, bien sûr, d'ordre n. Nous avons alpha plus bêta i, alpha moins bêta i, parce que nous avons plus ou moins. Alpha c'est la partie réelle de la racine. Bêta, c'est la partie imaginaire. Mais vous allez comprendre que ici, la résolution nous donne tout simplement la valeur de bêta. Parce que la résolution n'est qu'une partie imaginaire. La partie réelle est nulle. La partie réelle n'existe pas dans cette résolution. Mais si vous aviez une équation du second degré complète, vous allez voir que votre racine serait imaginaire. Imaginaire, c'est-à-dire nous avons la partie imaginaire, disons, et la partie réelle. Donc ici, pour notre cas ici, alpha égale à 0 et bêta égale à la racine carrée de p sur e. C'est ça, bêta. Donc une fois que nous prenons alpha égale à 0, ici nous aurons 0, 0. Si nous remplaçons bêta par sa valeur ici, nous aurons racine carrée de p et i multiplié par i, et puis moins, c'est ça le plus ou moins. Le plus ou moins. Donc nous aurons ces valeurs-là, alpha égale à 0 et bêta égale à 0. Alors, dans ces cas-là, dans la résolution de ces équations ici, et là nous allons écrire maintenant l'équation, bien sûr, la résolution, la solution homogène de cette équation. La solution homogène de cette équation aura cette forme. Et exposant alpha x, facteur de C1 comme le premier constant, C1 cosinus bêta x plus C2
comme deuxième constante multiplié par sinus bêta x. Et là, vous avez la solution homogène de cette équation. Là, c'est la forme générale de la solution. Suivez très bien. Si vous vous êtes perdu, peut-être, par rapport à votre niveau mathématique, suivez très bien la mathématique, ces chapitres dans notre programme de Guste tutoriel. Vous allez comprendre très bien comment est-ce que on résout ces équations ici. Donc là, c'est la forme générale de la solution homogène. La forme générale de la solution homogène, mais notre alpha est égal à 0, donc je peux aller avec alpha égal à 0, j'aurai E exposant 0x, facteur de C1 cosinus bêta x plus C2 sinus bêta x. Et alors là, j'aurai E exposant 0, tout nombre exposant 0 égale à 1. Alors la solution homogène YH sera égale à C1 cosinus C1 cosinus bêta, bêta c'est ça, cosinus P sur EI X plus C2 sinus bêta, c'est P sur EI X. Et là, nous avons notre solution homogène. Nous avons la solution homogène de cette équation-là. Nous allons pouvoir chercher aussi la solution particulière. La solution particulière. Comment trouver la solution particulière? Solution particulière. C'est YP. Comment nous allons trouver cette solution particulière? Nous allons faire, on s'est dit, YP, qui est la solution particulière, doit correspondre au second membre. Les seconds membres, on peut monter, le second membre est là. Le second membre est ici. Y particulière sera égal à MO plus M1 moins M0 sur L multiplié par X. C'est ça en fait la solution particulière. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, ici, j'égalise bien sûr M0 plus M1 moins M0 sur L et puis multiplié par X. Je vais trouver la solution particulière qui correspondra à ces éléments ici. Alors, qu'est-ce que je veux faire pour trouver YP? Je vois que ici, j'ai les éléments qui n'ont pas X, c'est MO, et j'ai aussi les éléments qui sont devant X. J'ai deux éléments ici. Alors, comment est-ce que je veux procéder? La solution particulière sera aussi composée de la même manière. J'ai un élément qui n'a pas X, j'ai un élément qui a aussi X. C'est-à-dire que YP sera composé d'un élément isolé qui n'a pas X et aussi d'un élément, un coefficient aussi de X. Là donc, l'un coefficient qui est devant X et un coefficient qui n'a pas X. Cette composition ici provient d'ici. J'ai une valeur, un coefficient qui est devant X, c'est B. Je suppose c'est B dans la composition ici. Et un coefficient A. Alors, il me faut maintenant déterminer la valeur de A et la valeur de B. Comment nous allons déterminer A et B? Nous allons partir de YP égale à A plus BX et nous prenons aussi, nous calculons aussi YP prime. Donc je peux le faire ici. YP prime, c'est la dérivée première de cette équation ici. La dérivée première, je suis bien sûr là, notre variable c'est X, sera
vous allez voir que A, la dérivée de A, la dérivée d'une constante donne une constante. Et là, nous allons faire juste la dérivée de ceci. Bx, la dérivée, c'est B. Et la dérivée seconde de P égale à 0. Parce que je vais faire aussi la dérivée de B, qui est égale à 0. Je prends maintenant ces éléments ici. Je les remplace dans l'équation initiale. Dans cette équation initiale. Et je vais les égaliser à ça. Et la solution sera la solution particulière. C'est comme ça que nous allons résoudre ces équations différentielles. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Notre équation, c'est EI. Je répète un peu notre équation. Je vais répéter un peu. Je l'écris ici. Notre équation, c'est EI, Y seconde, moins PY égale à MO plus M1 moins MO divisé par LX. C'est ça en fait notre équation qu'on avait. Alors c'est plus, hein. Ici nous avons plus. Alors regardez comment nous allons faire. Nous avons EI Y seconde. Et Y seconde. Y seconde égale à 0. Y seconde égale à 0. Y seconde égale à 0, c'est-à-dire ici je remplace par EI multiplié par 0 plus PY. Y bien sûr c'est YP que nous allons remplacer. YP c'est A plus, c'est P plus YP. P multiplié par Y ici, dans la recherche de l'équation de la solution particulière, Y devient YP. Je prends, là aussi c'est YP seconde. YP seconde qui est égal à 0. Je l'ai remplacé là-bas. P plus P, YP. YP c'est la valeur est là. C'est A plus BX égale à M0 plus M1 moins M0 sur L facteur de X. Je suis là. Alors, ceci tombe. J'aurai PA plus PBX, PA plus PBX égale à M0 plus M1 plus M0, c'est moins. Nous avons moins sur L multiplié par X. Et là, par comparaison, vous allez voir que PA est coefficient, PB est aussi coefficient, mais devant X. Ce qui fait que par comparaison, je peux tirer A. A sera égal, PA sera égal à MO. Je vais comparer. PA égale à MO et le coefficient qui est devant X sera comparé aussi à ça. Donc vous allez voir que les calculs sera plus facile. Et par là, je vais déterminer P. Je compare PA égale à MO, ce qui fait que A égale à MO divisé par P. Là, je trouve A. Je me dis aussi que PBX, PB égale, je prends le coefficient qui est devant X et je vais prendre aussi le coefficient qui est devant X. Donc là, j'aurai M1 moins M0 sur L. Et je tire B. Vous allez voir que B sera égal à M1 moins M0 sur PL. Là, nous avons les deux B. Et maintenant, on peut prendre maintenant ces deux valeurs, A et B, le remplacer dans YP pour trouver la solution particulière. Donc, je crois que vous allez comprendre que, regardez un peu ce que nous allons faire. On peut déplacer juste la caméra
quelque part ici. Je veux effacer ça pour ne pas déranger les cheminements de calcul. Je vais effacer ceci. Voilà, je suis là. En remplaçant, j'aurai YP égale à A plus BX. Or, A, on a trouvé A égale. Donc, YP égale à MO sur P plus BX. B, la valeur de B, c'est M1 moins M0 sur PL. Voilà, PLX. Là, c'est l'équation particulière, la forme particulière, la solution particulière, alors de Y. Alors, connaissant cette forme particulière, qu'est-ce que nous allons faire pour trouver la forme générale? J'avais dit la forme générale YG n'est rien d'autre que YH homogène plus Y particulière. Je vais prendre Y homogène. Y homogène, c'est cette équation que nous avons trouvée là-bas. Vous pouvez voir ça. C'est cette équation ici, qui est C1 cosinus, ainsi de suite. Donc, je vais prendre la forme, la solution homogène, la solution, comment je peux dire, la solution homogène. Donc, YG sera égal, la solution homogène, c'est C1 cosinus, la racine carrée de P sur EI, X, plus C2 sinus racine carrée de P sur EI X. Voilà, là c'est la solution homogène. Je vais additionner aussi à la solution particulière qui est plus MO sur P plus M1 moins MO divisé par PLX. C'est ça en fait la résolution de notre équation différentielle que nous avions en amont. Donc, on a résolu cette équation différentielle. L'équation différentielle que nous avons résolue, c'est quelle équation? C'était EIY seconde plus PY égale à MO plus M1 moins M0 sur LX. Cette équation ici, l'équation différentielle ici, sa résolution est là. Donc, nous avons résolu cette équation. Maintenant, il va nous rester un problème. Là, c'est la forme générale, en fait, de tout ce que nous avons fait. Il va rester un problème. Le problème sera de déterminer le coefficient C1 et C2. Parce que cette résolution ici est basée sur un poteau encastré de deux côtés, bien sûr. Mais nous allons faire la variante de ces poteaux ici. Nous allons essayer de trouver un peu le variante de ces poteaux ici, en posant des conditions initiales. Donc, nous gardons cette solution générale, et vous allez voir comment est-ce que nous allons l'utiliser dans le choix de nos poteaux qui travaillent au flambement. On efface et on continue. Je répète un peu, la solution générale égale à C1 cosinus P sur EI X plus C2 sinus racine carrée de X plus MO sur P plus M1 moins MO sur PL multiplié par X. Donc là, c'est la solution générale, en fait, de notre équation différentielle. Mais seulement, dans la recherche, on avait posé ceci égal à bêta. Alors, Y peut s'écrire C1 cosinus bêta X plus C2 sinus bêta X plus MO sur P
plus M1 moins MO sur PL X. On peut l'écrire aussi comme ça, sans problème. Alors, nous allons séparer maintenant les cas. Nous avons le premier cas. Nous prenons le premier cas. Premier cas. C'est le cas où la barre est articulée de deux côtés. Là, c'est le premier cas. Premier cas, nous avons la barre articulée des deux côtés.